Donc ma présence à cette table ronde remonte à un déjeuner de printemps avec Belinda Cannon. Et je lui parlais de l'anthologie de Lou Andrea Salomé sur laquelle je travaillais. Et de l'écho durable qu'avait eu en moi un passage que Lou avait écrit au cours d'un voyage qu'elle avait fait en Russie en 1900 avec le poète Maria Rilke, dont elle était à l'époque la compagne. Cet extrait du journal de voyage en Russie, hein, c'est un texte, cet extrait qui avait eu cet écho en moi, elle l'avait écrit à bord d'un bateau qui l'emportait sur le fleuve Volga. Donc il était convenu qu'il fasse une traversée sur le fleuve jusqu'à la ville de Samara, qui est une ville commerçante, et la traversée sur le fleuve demandait 4 jours. 4 jours sans quitter le bateau. Une centaine d'heures volées au monde. Mais aussi un inflexible discipline que cette femme, Lou, rebelle à toute entrave, une femme libre, comme on dirait, s'imposait néanmoins à elle-même. Grâce du lieu clos, grâce de ne rien faire à bord d'un bateau, grâce de ne rien désirer, sinon un peu de soleil, grâce de n'être que regard. Un sentiment de plénitude s'approfondit de jour en jour, dans la plénitude d'un paysage qui semble donner corps à ce qu'elle avait toujours désiré, l'apaisement. L'orgueilleuse, qui tirait vanité de n'être jamais freinée. Lou, on sait, a eu une vie justement très, très cosmopolite, refusant toute forme d'entrave intellectuelle et affective. Donc l'orgueilleuse qui tirait cette vanité de n'être jamais freinée, qui exploitait les rencontres à son profit, et toutes les ressources de sa volonté à cette liberté que les femmes alors, et je crois toujours aujourd'hui, devaient si chèrement et si durement conquérir, Lou donc s'abandonne à ce qu'elle nommera plus tard la leçon du grand fleuve. Et donc voici le texte en question. Je comprends désormais les mots Tolstoï. Devenez aussi simple et vous posséderez tout. Ces mots participent de la plénitude accomplie des paysages de la Volga, et je ne ressens plus le besoin que j'éprouvais jadis devant les hommes qui me plaisaient de les exploiter à mon profit, de les intégrer à ma vie. Je cherche simplement à entrer en société avec eux, respectueusement, oublieuse pour un temps de ma volonté et de mon être. C'est bien pourquoi cette aventure ne saurait constituer une expérience de la jeunesse. Elle constituerait même peut-être un malheur à cet âge. Elle atteint son plus haut point d'intensité le naturel lorsque les motivations de la jeunesse laissent place à un sentiment nouveau. Et il n'est rien de plus beau que de vivre le vieillissement dans sa propre chair, comme un renouvellement. Pour prendre une image, il n'équivaut pas à la fermeture d'une porte devant soi, mais, au contraire, à son ouverture insoupçonnée sur une munificence neuve et bouleversante. Alors c'est les voyageurs, je ne sais pas si vous avez en tête l'image de Lou Andrea Salomé, la plus célèbre, où elle pose avec Nietzsche et Paul Rée à Thuringe sur cette petite carriole avec le fouet, où elle a donc, c'est en 1882, elle a donc 20 ans. Donc là, à l'époque où elle écrit ce texte, elle en a 39. Nous sommes en 1900, hein, donc elle a deux fois cet âge. Donc cette voyageuse ne ressemble évidemment plus à l'Amazone de la photo du célèbre trio au fouet, où elle pose avec Paul Rée et Nietzsche, plus ronde, plus enveloppée, mais aussi plus rayonnante, moins de minceur, mais aussi moins de raideur, moins de pose. À 39 ans, Lou n'a plus à ressembler à une femme qui dispose de ses mouvements ou de ses pensées, c'est ce qu'elle est, profondément. Les feintes ne sont plus de mise. Nietzsche le lui avait déjà suggéré. L'essentiel, dès lors qu'on entend vivre à une certaine hauteur, c'est de consentir à ce que la vie nous réserve. Un acquiescement, aussi joyeux que possible, à ce que la nature produit en nous, en dehors de nous et à travers nous. Amor fati, aimer son destin. C'est aussi faire corps avec le destin de son corps. Consentir à vieillir dans la mesure où son consentement est pour l'âme la seule promesse d'ouverture possible. Rien de plus beau que de vivre le vieillissement dans sa chair comme un renouvellement.
Ce renouvellement qu'elle sent tressaillir comme l'enfant dans le ventre de sa mère va en effet avoir lieu 11 ans plus tard, avec Freud, qu'elle rencontre donc en 1911. Et j'insiste toujours sur ce point dans la vie de Lou Andra Salomé. Lou entame la grande aventure de sa vie l'année de ses 50 ans. C'est intéressant toujours de replacer ça, parce que quand on pense à Lou et à Freud, on imagine Lou en Amazone au fouet et Freud en vieux monsieur à barbe. Mais c'est pas du tout le cas. Lou, à l'époque, a 50 ans et Freud en a 54. Donc, ce sont deux adultes. Voilà. Là, j'aurais peut-être pu apporter les deux photos, mais donc Lou en 1911, c'est une femme épanouie, mais ce n'est plus la jeune Amazone. Voilà. Et Lou se serait-elle donné les chances de s'initier à la psychanalyse, discipline dont elle dira plus tard dans ses mémoires qu'elle l'avait attendue toute sa vie et elle en avait eu la conscience et l'intuition dès son enfance. Donc se serait-elle donné les chances de cette ouverture si 11 ans plus tôt, sur cette Volga, à la maternelle en pleurs, elle n'avait pas découvert la grâce du consentir. S'abandonner, ne plus vouloir, ne plus comploter, s'ouvrir comme une fleur à une dimension inconnue de soi-même et du monde. S'abandonner, se rendre disponible à l'invisible, se laisser féconder par le mystère, cadeau de l'âge. À quoi passons-nous les 40 premières années de notre vie, en gros, 45 ans? À nous faire une place dans le monde, à bâtir une famille, une œuvre, une entreprise, une identité, à se rendre nécessaire pour les autres et pour soi-même. Mâchoire crispée, poings serrés, tête haute quand tout va bien, dos voûté quand ce n'est plus le cas. À ce combat, nous enrôlons tout notre être, le corps, body, mind, organism, comme disait Zéen. Je dis ça parce que je fais beaucoup de voyages en Inde et j'ai suivi pas mal de séminaires là-bas. Body mind, donc le corps, c'est conçu comme une entité, devient un instrument autant qu'une armure. Nous passons les 40 premières de notre année, de notre vie, à habiter ce corps, le plus souvent, comme un instrument et une armure. Armure avec tout ce que ça comporte de raideur. Servir nos buts, conscients ou non, voilà à quoi nous employons l'énergie et la plastique de notre corps pendant les 50 premières années de notre vie. Bâillonner les aspirations indicibles de l'être, bâillonner dans la mesure où elles ralentissent la conquête. Elles ne sont pas toutes bâillonnées, évidemment. Notre corps ne doit pas avoir trop d'état d'âme. Nous faisons corps avec lui, dans la mesure où, comme une armure, donc, il doit se montrer sans faille. Sans faille, sans défaut, sans aspérité. On voit donc comment naît l'injonction moderne de ne pas s'altérer en surface. Pourquoi les photos où nous avions 30 ans de moins nous poignardent-elles autant? Parce que nous n'avions pas de rides ou parce que le champ des possibles semblait encore illimité? Nos rides nous affectent profondément dans la mesure où elles apportent la preuve brutale, matérielle, que ce champ s'est rétréci. Les rides sont les bornes matérielles des possibles. Intéressant. Comparant ces photos de jeunesse à son visage actuel de 55 ans, mon amie Sandra avouait le sentiment d'une trahison. « Je ne suis plus moi-même », disait-elle. Et cet aveu faisait écho à cette promesse en couverture d'un magazine féminin que j'avais lu, plutôt entreaperçu, quelques jours auparavant. Rajeunir en restant soi-même. Alors, rajeunir. Alors, je vais décomposer. Rajeunir, jusqu'à quel âge? À quel âge arrêter ce retour en arrière, rajeunir jusqu'à 3 mois, 10 ans. Bon. Y a-t-il un âge idéal? Idéal pour qui? Pour quel désir? Pour quel but? La promesse s'évalue-t-elle en années ou en profondeur de ride? Soi-même. De quel soi-même parle-t-on? Le soi serait-il un palais construit une fois pour toutes, un de ces mausolées, comme il y en a dans les cimetières, conçus à la célébration d'une éternité fallacieuse? Le soi serait-il une donnée fixe de la conscience, laquelle nous savons bien n'est qu'un flux, le fameux stream chez Joyce et Woolf par exemple? Admettons que ce soi puisse être saisi. Vouloir toujours rester ce soi-même, n'est-ce pas consentir à l'immobilisme du tombeau, avant même d'y être enfermé? Rester soi-même, rester, demeurer, ne pas évoluer, être figé,
le contraire de la vie qui n'est qu'incessant renouvellement, incessante mutation. Rajeunir en restant soi-même m'apparaît donc comme une double négation. Nier le travail constructif du temps sur la conscience, nier le principe de la vie même. D'accord, je n'ai plus 20 ans. Mes bonnes joues ont fondu, mes cheveux grisonnent, pas aujourd'hui, mais j'ai fait attention mais aux racines. Je n'ai plus cette silhouette mince et, quoi qu'encore ça va, mais une silhouette allègre, si je puis dire, que j'avais à 20 ans. Mes sens, en revanche, s'approfondissent. Mes sens s'affinent. Ce qui à 20 ans n'occasionnait qu'un sourire me remue désormais au plus profond. L'insolente fraîcheur des fleurs, des dahlias, les harmonies d'un ciel, le geste tendre inattendu qu'on n'attendait pas, les premiers pas d'un enfant sur la plage, le goût des premières fraises, l'odeur des champs de lavande, celui des draps frais. On peut allonger la liste à l'infini. Il en va de nos corps comme des violons. Les neufs vont aux débutants, les historiques aux virtuoses. Des bois anciens montent les chants les plus beaux. Alors Proust parle je cite Proust parle du beau velours inimitable des années, pareil à celui qui dans les vieux parcs enveloppe une simple conduite d'eau en fourreau d'émeraude. Prenons les sourires. Un bébé qui sourit, c'est émouvant. Un enfant, c'est attendrissant. Une jeune fille, c'est charmant. Une jeune femme, c'est séduisant. Une femme mûre, ça peut être envoûtant. Mais une femme âgée qui sourit, c'est bouleversant. Je l'écris parce que j'ai vécu cela dans un bus il y a quelques années et ça m'est toujours resté. Une femme qui était très très âgée et qui souriait. À quoi souriait-elle? Et ce fait qu'elle sourit me semblait porteur d'une promesse, d'un espoir, d'une richesse qui ne m'a jamais quittée. Sourire jaillissant d'une marée de rides, c'est la consigne des minutes radieuses. Grande joie, et acide douleur aussi, épreuve surmontée, l'offrande d'une vie accomplie. Bon anniversaire en italien s'en dit compleanno. Ce que l'on fête, donc, c'est l'année accomplie, et non pas l'état des lieux en état. Qu'est-ce que fleurir? Et comment fleurir quand l'enveloppe se délite tout doucement? Qu'est-ce que fleurir et qui doit fleurir? Qu'est-ce qui doit fleurir? Le cœur, les sens, la conscience. Autrement dit, l'invisible sève du corps. Cette sève que n'altèrent ni les années et que les grandes douleurs, les épreuves, quand elles sont surmontées, ne font qu'enrichir. Comment fleurir? En se rendant attentif au monde, en mettant du sens à ses actions, comme on le voit dans une cérémonie du thé, par exemple, au Japon. Les gens qui ont voyagé au Japon ont donc assisté à ces rituels, certainement. Faire danser les gestes de la conscience. Ouvrir la conscience dans les gestes et la célébrer. Célébrer la vie dans la conscience du geste. Alors ça, on peut le décliner dans sa vie quotidienne. Se lever, apprécier le silence, célébrer le silence, faire du thé ou du café, savourer l'odeur, mais aussi la grâce de la main et l'agilité, et le fait que cette main saisisse. Célébrer le miracle de la main, le miracle du thé venu de loin, cueilli par d'autres mains que la sienne. Mon corps de 50 ans a une mémoire désormais. De cette mémoire, je jouis. Je savoure au cœur de mes cellules le limon d'un demi-siècle de choix, de rencontres, d'émotions, d'actions, de voyages. Trésor insaisissable qui donne à mes gestes, mais aussi à mes regards sur le monde, mais aussi à mes jouissances, une densité qu'il n'avait pas quand j'avais des nattes. Fleurir, c'est aussi quand je nage chaque matin, lâcher la performance. Je nage depuis une vingtaine d'années, tous les matins, moins, maintenant plus tous les matins. Il y a 20 ans, c'était tous les matins et je devais accomplir, disons, 45 bassins. Si j'en accomplissais 44, c'était l'horreur. Je faillissais, je trahissais. J'ai parlé au début de Lou par rapport à cette discipline inflexible qu'elle s'infligeait à elle-même et qui, peu à peu, sur le fleuve, à la maternelle ampleur, découvre l'abandon. Donc je ne lâche plus tous les matins. Il y a certains matins où je suis en effet fatiguée. Tout simplement. Et là, j'accueille ma fatigue. Je l'accueille avec un sourire. Je me dis, cette fatigue, c'est la fatigue d'un corps qui a vécu en effet 40 ans, enfin 50 ans. C'est la fatigue d'un corps que je dois accepter et célébrer parce que c'est un corps qui a vécu et qui vit encore et qui me permet encore le matin
de jouir de cette eau. Donc je lâche aussi la performance. Je ne compte plus. Ça a été un grand... À un moment, j'étais dans le bassin, ça remonte à une dizaine d'années, et je me dis, mais j'arrête de compter. Mais quelle folie! Quelle folie! Et je ne compte plus. Et soudain, au moment où j'arrêtais de compter, je nageais avec plus de plaisir, tout simplement. Savourer la caresse de l'eau, l'harmonie des membres, le miracle du souffle, le miracle du vivant. Je nage de crawl. Le bonheur de sentir cette harmonie du corps, du souffle et de l'eau. À 20 ans, on la considère comme, ou à 30, ou 40, on la considère comme venant de soi, allant de soi. Plus on avance, plus on se rend compte que ce n'est pas, justement, qu'il y a quelque chose de miraculeux. Fleurir, donc, c'est rendre grâce à ce corps qui nous sert toujours, mais dans les limites de son destin de chair. Remercier son corps d'être, tout simplement. Qu'est-ce qui doit fleurir? J'ai parlé du cœur. Ne plus exploiter la rencontre, justement, comme disait Lou, ou comme elle l'avouait à elle-même. Ne plus les exploiter à son seul profit, ne plus les instrumentaliser, ne plus considérer l'autre comme un miroir, comme un faire-valoir, délivrer son cœur des stratégies ankylosantes. On me dit souvent que vous ne faites pas votre âge, avant de me demander comment je fais pour ne pas faire mon âge. Alors que la vraie question n'est pas de ne pas faire son âge, mais de savoir de quoi en faire. Que faire de son âge? Pas ne pas faire son âge. Vous voyez, quoi faire de cet âge dont j'ai montré qu'il était limon accumulé, conscience accrue et plaisir choisi? Que nous demande l'âge? De renouveler le pacte avec la vie, mais avec d'autres buts. Il n'est pas nécessaire de changer de vie. On voit souvent dans les magazines, dans changer de vie, on peut le faire, hein, mais on n'a pas toujours la force, l'énergie, les conditions matérielles de le faire. Mais en tout cas, on peut changer de regard sur la vie. On n'est pas obligé de quitter son pays, on peut simplement quitter des préjugés. Comme je viens de le montrer, on peut simplement quitter des disciplines, des automatismes, des prisons intérieures, des abris moraux. En gros, oser désapprendre. Oser désapprendre ce qu'on a appris pendant les 50 premières années de sa vie pour justement servir nos buts, ou servir les buts de ce qu'on voulait que l'on fût. Et l'on voit bien que cette proposition va à l'encontre du fameux capital d'expérience lié à l'âge. Oser désapprendre. Parler d'âge en termes d'expérience, à mon avis, est un piège. Dès lors que l'on croit que multiplier les expériences va nous faire croître en sagacité. Multiplier les expériences, à mon avis, c'est une position conduit souvent ou parfois à une sorte d'aquabonisme, de sentiment que tout se vaut, que le corps, alors que tout se vaut, que tout est possible pour le corps, alors que ce n'est pas pour l'âme. Multiplier les expériences, là je parle d'expériences amoureuses. Multiplions, parce que peut-être que quelque chose viendra. Ce qui peut venir, c'est une forme d'usure. Ce n'est pas, encore une fois, je n'énonce pas une loi générale du corps ni de l'âme. Il n'y a aucune loi générale, il n'y a que des lois particulières. On est toutes là, justement, pour témoigner d'une singularité. On oublie donc que ce qui est possible pour le corps ne l'est pas toujours pour l'âme. Le corps, j'ai envie de dire, encaisse mieux que l'âme. Bien souvent. Multiplier les expériences ne nous rend pas moins vulnérables face à l'ultime expérience, vers laquelle tendent les expériences. Comme autant d'exorcismes, je veux bien sûr parler de l'expérience de la mort. En ce sens, nous sommes tous des débutants. Nous sommes tous finalement dans la même insécurité face à l'aventure de l'incarnation. Nous sommes tous, depuis notre naissance, marqués au sceau de la mélancolie quant à notre condition de mortels. Quand bien même nous pourrions vivre 120 ans, nous n'aurions jamais qu'un seul corps pour servir la plénitude originelle. Et cette plénitude, par essence infinie, ne cesserait jamais pour autant de nous échapper. Je veux dire par là qu'on pourrait avoir 120 ans, on pourrait avoir un corps qui serait multiplié d'une énergie, on pourrait avoir 6 mains, 2 têtes, tout ce qu'on veut. La plénitude ne serait de toute façon plus vaste que nous. Il faut se faire, je pense, à cette vérité. L'essentiel en cette vie doit toujours nous échapper. Le constat donne alors la force et le désir de savourer chaque minute comme un fragment de plénitude, chaque ride comme le témoin des plénitudes passées
chaque rire comme la promesse des plénitudes encore à vivre. Merci. Merci. Et ce qui est nouveau dans ce que vous nous avez donné, c'est la notion de jouissance. Et cette ouverture des sens, ce fleurir à travers l'ouverture des sens dont vous parlez. Le titre, maintenant je l'entends mieux aussi, parce que c'est vraiment la perception, c'est le regard, c'est l'odeur, c'est la peau, c'est tout ce que vous nous dites de votre expérience en vous engageant, je trouve, et ça aussi, je trouve ça tout à fait appréciable. Et c'est-à-dire qu'il est porté, ce texte que vous nous donnez, et il témoigne de votre, je dirais, de votre traversée, de votre expérience, de ce que vous découvrez de vous-même sur vous-même. Alors, juste comme ça, je vais souligner et puis aussi peut-être discuter de certaines choses par rapport au fait de désapprendre. Ça, c'est juste un bémol que je ferai. Pour ma part, je dirais qu'il y a à se quitter une certaine forme, je dirais pas désapprendre, mais je dirais reconnaître là où on était pour pouvoir quitter. Se quitter, voilà. Donc c'est reconnaître finalement, c'est ne pas rejeter ce qui nous a apporté, mais c'est voir qu'on était là et qu'on ne l'est plus forcément, et qu'on sera là demain, etc. Voilà. Donc c'est pas forcément désapprendre, puisque c'est aussi jouir d'un certain savoir, parce que la jouissance, elle est, je pense, du côté des sens, mais elle est aussi du côté, comme disaient les analystes, des bouts de savoir, comme ça, qu'on a, qui sont à soi, qui appartiennent à une singularité, qu'on a conquis à travers le temps, et dont on peut, alors sans stratégie, moi, il y a des images très fortes que vous nous donnez là, stratégie, délivrer son cœur des stratégies par exemple, mais on peut se servir d'un certain savoir sans être forcément stratège, mais s'en servir comme une jouissance. Pour moi, c'est ce petit point que j'avais envie de reprendre. La grâce, oui, il en a été question hier, cette grâce, la grâce du lieu clos, etc. Alors, tout ce que vous avez évoqué sur nous, Andrea Salomé, m'évoquait moi un texte de Catherine Millot qui est paru il y a très peu de temps, qui s'appelle Aux solitudes, où elle fait ce voyage en bateau justement, et où elle dit son plaisir d'être devant les éoliennes et d'avoir juste à écrire. Et comme elle est accomplie dans une sorte de plénitude de la solitude, que lui procure la solitude, le goûter à certains paysages magnifiques, savourer une statue, enfin presque savourer une statue, un drapé, une sculpture, voilà, ça m'a évoqué tout ça, parce qu'on est bien là, comme s'il y avait une rencontre, enfin, quelque chose qui fait écho à ce livre dans votre texte, je trouve, et que j'avais envie d'articuler, en tout cas, à ce très beau texte de Catherine Millot. Est-ce que vous mettriez ça, cette grâce, cet abandon qui revient souvent, se lâcher, cet abandon, s'abandonner, ne plus maîtriser et surtout accueillir l'invisible. Voilà. Ça, c'est très fort. Est-ce que vous mettriez ça du côté d'un accueil, d'une certaine forme de mystique, un au-delà de notre phallicisme, justement, parce que c'est très phallique ce que vous avez décrit. Là, c'est l'analyste qui parle, c'est-à-dire notre armure, notre corps, conquérir, ces années passées à la conquête ou à se faire un nom, une place, qui est quand même du côté phallique, tout ça, on est d'accord en termes techniques. Et que là, hors phallique, quelque chose se produit. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du fleuve à la maternelle en pleurs, évidemment. J'ai appuyé un petit peu le... Voilà, que quelque chose s'éprouve d'un lâcher-prise, parce qu'il y a le lâcher du phallique aussi. Voilà, lâcher aussi quelque chose du compté, du comptable, du comptage, du nombre de longueurs accomplies. J'ai fait aussi, ça m'a fait penser, c'était incroyable. Pareil, j'ai aussi fait beaucoup de natation. Et l'éloge de la nage, alors ce texte m'a fait penser ça, de Annie Leclerc, dans un texte magnifique qui s'appelle Passion d'Annie Leclerc de Nancy Houston. Et ça m'a évoqué, c'est une parenthèse, mais c'est très bouleversant ce texte, parce que cette femme qui va mourir, Annie Leclerc est atteinte d'un cancer, et qui tout d'un coup, de rage, a brûlé tous ses livres, parce qu'elle se sent trahie, parce que c'était ça, vivre, et tout d'un coup, parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Elle veut tout jeter. Voilà, c'est bouleversant, c'est un moment incroyable, et où Annie Leclerc la retient.
Enfin, c'est très beau. Ça m'a fait penser à ça parce que c'était une nageuse, Annie Leclerc, et qu'elle pensait ses livres en nageant. Oui, alors je reprends cette question sur le mysticisme, mais surtout, voilà, je finirai là-dessus, avant de donner la parole à la salle, sur la détresse fondamentale, oui, la mélancolie, bien sûr, fondamentale, qui nous habite aussi. Ça, c'est aussi un autre fil qui universalise quelque chose de nos destins, hein, amor fati, enfin, bien sûr, et qui fait qu'on est dans le même bateau, en tant que frères et sœurs humains, hein, à travers peu ou prou, cette mélancolie qui nous lie, je dirais. Et qui, bien sûr, qui vient de cette détresse fondamentale, hein, l'Ifloschiskeit freudienne, qui est qu'on est manquant, quoi qu'il arrive, et que ça peut être un manque, manquant de sa beauté, manquante de temps, manquante. Et voilà, c'est cette dimension du manque, hein, que je trouve qui est là, présente. Et qui fait la plénitude, je veux dire, la fin nous échappe toujours. Voilà, quelque chose, bien sûr. Bien sûr, voilà. Tout accueillir, voilà. tout recevoir. Et on dirait qu'il n'y a que des moments. Voilà. C'est là aussi ça qu'on apprend, hein, que ce temps-là de notre vie nous apprend. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une constante, dans un désir de constance de l'intensité, hein, qui nous fait mettre la pédale d'accélération parfois, et d'ailleurs aussi qui nous fait, comment dirais-je, vivre en nous dévastant parfois, hein, c'est-à-dire en étant dans une recherche de l'excessif, enfin, en tout cas d'une intensité maintenue, comme une espèce de compteur Gégère, où on passe du plus au moins de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un grand bonheur et ne pas supporter de laisser, et du coup se mettre à pleurer tout aussi fort, parce qu'on l'a perdu. Mais pour conserver une intensité, voilà, c'est ça que je remarque aussi en écoutant les patients et les patientes. Hein. C'est une forme de jouissance du côté du mortifère. Ce que vous nous dites de la jouissance n'est pas de ce côté-là, justement. Hein. C'est au contraire une jouissance de nos propriétés, de nos territoires, à partir du moment où on peut accepter aussi de ne pas continuer à vouloir plus, mais à pouvoir jouir de ce qu'on a atteint, voilà. Et que c'est une forme de, je dirais, entre guillemets, de sagesse pour moi, mais... Oui, j'ai pas employé le mot sagesse, vous remarquerez dans le texte. C'est vrai. Sagacité. Oui, sagacité. C'est beau. Sagacité. C'est Et c'est vrai que j'ai fait vraiment en sorte de ne pas employer ce mot. Voilà, sagacité me paraît plus aigu, c'est autre chose. On est justement... voilà. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose d'une forme de mystique, pas de mysticisme, j'ai pas envie de ce mot. Non, je comprends. Voilà, question vaste comme le sujet en lui-même. J'ai toujours, depuis ma tendre enfance, été happée par une dimension plus vaste que moi-même. Tout démarre tout part de là. Mon œuvre d'écrivain part aussi de cela. Et cette confiance peut-être que j'ai aujourd'hui à 50 ans, qui fleurit, part de cet élan fondamental que j'ai eu à 7 ans. Donc évidemment, j'ai toujours été... C'est à la base, je peux dire. Je n'en ai pas parlé là. Je médite tous les jours. Ça s'entend. Évidemment, c'est toute une part de j'aurais pu vous faire une intervention sur une méditation et vieillir, par exemple. Et bien sûr, alors après, j'ai fait un roman qui se passe dans un couvent et où je parle des oblations et de la mystique chrétienne. Et bon, donc c'est tout à fait... Et je connais l'œuvre de Catherine Milhaud d'une façon assez intime, évidemment. Mais quand je parle du mystère, de l'invisible, c'est que ce sont justement des notions sur lesquelles il est très difficile de poser des mots par définition même. Le myste, que disait Yankelevitch, le myste est celui qui se tait, qui sait quelque chose que les autres ignorent. Ça, j'avais mis cette phrase de Yankelevitch en exergue d'une biographie que j'avais faite de Colette Pignot, qui était la fameuse Laure, la compagne de Georges Bataille. Je dirais que toute mon œuvre est quand même jalonnée, et c'est un fil, vous savez. Je suis de plus en plus sensible à l'invisible, de plus en plus aussi au mystère, de plus en plus sensible au fait que des choses s'accomplissent en dehors de nous, et que vraiment l'important, c'est
Vous savez, quand j'avais une douzaine d'années, j'ai une éducation catholique. Ma mère était orthodoxe et mon père était catholique, mais bon, j'étais plutôt... Et il y avait une chanson qui, en même temps, m'enchantait et m'énervait, c'était « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur ». Je pourrais encore vous la chanter, et elle me crispait, cette chanson, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de peut-être profondément essentiel. Mais je ne comprenais pas le sens, et je me disais, mais les mains ouvertes, mais moi je vais aller dans la vie les poings serrés, justement. Je vais me battre. Donc il y avait cette dimension phallique, justement. Et aujourd'hui, mais je me dis, mais les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Et en effet, alors le Seigneur, c'est pas le lieu de dire si, quoi, qui, quoi, mais en tout cas, oui, les mains ouvertes devant toi, ô vie. Oui. Et d'ailleurs, il y a un très beau poème de Louange à Salomé, poème à la vie, qu'elle avait écrite alors qu'elle était assez jeune, quand elle rencontre Nietzsche. Voilà, c'est ça. Donc, si on peut parler de mystique, oui, bien sûr, évidemment. La dimension mystique, oui. C'est de fait, dès qu'on lâche, qu'on s'aventure hors de nos pitons phalliques, c'est-à-dire de nos prises. On me demande en ce moment pourquoi j'ai ouvert ce lieu. C'est la question qui revient tout le temps, t'es psychanalyste, etc. Qu'est-ce que tu fais avec ces dialogues, machin, etc. T'es folle, t'es complètement... J'entends ça, et j'avoue très sincèrement que je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, je l'ignore. Mais c'est vrai. Et je ne veux pas répondre. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que j'ai une réponse, il faut que je puisse dire quelque chose en interview. Mais alors, bon. Et ma grande hantise, c'est qu'on continue de me poser. Et en fait, moi, j'ai décidé, je dis, mais je ne sais pas. Ça m'a pris. C'est-à-dire que quelque chose m'a pris, à quoi j'ai obéi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. Alors, j'ai des réponses maladroites. J'ai eu l'occasion d'acquérir un lieu, bon. Mais ça, c'est pas... Enfin, il y a plus que ça, évidemment, dans ce mouvement, que j'ignore. C'est-à-dire que c'est plus grand que... Voilà. Comme justement, vous dites je ne sais pas, donc oui. C'est un peu ce que je disais, oser dire apprendre, c'est aussi oser dire oui. Je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas. Voilà. Ça arrive, voilà. C'est ainsi, nous avançons, nous vieillissons, nous ne savons rien, mais nous consentons. Voilà. C'est à quoi j'ai consenti, à ce mouvement intérieur qui a fait ce truc. Bon. Voilà. Et bon, c'est là que le problème commence après, mais je reste enthousiaste. Et convaincu. C'est pas les mains jointes, ça va. Et convaincu. Non, mais convaincu, mais voilà, c'est pour verser de l'eau à ce moulin-là, en tout cas, de dire que, en effet, si c'est ça que, voilà, je comprends mieux le désapprendre, au sens aussi d'accepter de ne pas pouvoir répondre, tout simplement, de ne pas savoir. Il y a des points de non-su, il y a de l'insu, voilà, il y a de l'insu. Voilà. Les dates, 50, 54 ans, on fait un comptage de l'âge, on s'amuse avec les dates et en fait c'est quelque chose du genre rattraper sa mère. Quand elle a tel âge, moi gamin, je vais avoir son âge bientôt. Oui. Puis bon, et c'est incestuel. D'avoir le même âge que son parent, c'est quelque chose qui participe du fantasme incestuel qui angoisse, quoi, finalement. Pour être bêtement psy, c'est sûrement dans la mystique qu'il faut aller, mais justement, je dirais pour la bêtise psy, elle dit, il y a quelque chose d'incestuel, d'interdit, de vieillir, parce qu'on va rejoindre oui, ceci dit, tous comme ça. C'est sûr, mais en tant que femme, en tant qu'être biologique, je peux vous dire que là, j'ai 51 ans, biologiquement, j'ai senti évidemment que le corps évolue. C'est pas d'une façon, je dirais 50 ans, c'est pas 50 ans. C'est que, en effet, et nous, par rapport aux hommes qui peut-être le sentent moins, c'est que nous, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un passage. On sent vraiment que quelque chose se passe en nous. Et bon, ça, c'est encore un autre thème. Mais on en parlait avec Belinda, c'est que c'est quand même aussi, il faut essayer de le vivre comme une grande chance. Parce que on le sent, ça nous habite. Il n'y a pas que la ménopause. Non. Bien sûr, tout à fait. Mais... Les rides, elles sont des deux côtés. Non, mais là, c'est pas des rides, là, c'est beaucoup plus intérieur. Quand je parlais des gestes du matin, c'est vrai que depuis peut-être 1 an ou 2, je n'habite plus mon corps de la même manière. Il y a quelque chose qui... Je crois qu'à 50 ans, c'est comme ça, mais à 60, ça revient autrement. Peut-être. À 70, encore autrement. Peut-être. À 80, encore autrement. Ah, certainement, mais bien sûr. Comment on revient? Je veux dire, on va penser autre chose que ça. 50 ans, c'est vraiment un tournant qui est branché sur la ménopause, disons, pour aller vite.
chacune pour soi, etc. Mais 60, c'est fini. Donc il y a autre chose qui survient. Et à 70, encore plus. Et à 80, encore plus. Souvent d'ailleurs, encore pour les plus hommes, de quoi? pour les Encore hommes, plus encore de plus, vie, encore ça, plus, encore plus de calme, je dirais. Ah, de gamme. oui, de calme. Ouais. De calme. De calme ou de De gamme? calme, ça calme, oui. De calme, oui, Davantage c'est plus de calme. gamme. Pour les gens en bonne santé, hein, je dis des gens en bonne santé. Parce que s'ils sont malades, c'est encore autre chose. C'est encore Un autre chose. monsieur qui a fait comme ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et à propos de l'Andrea Salomé, vous avez lu la lettre qu'il écrit à Freud pour ses 70 ans. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est rigolo. Oui, tout à Ça fait. rappelle ce que c'est. En gros, elle me félicite pour son grand âge, magnifique, merveilleux. Enfin, elle est dithyrambique. Et Freud lui répond c'est vous qui dites. En Oui, gros. voilà. Le fantasme n'a pas d'âge. Le fantasme. Absolument. Le biologique, oui, le désir de l'homme ou de la femme réellement libidinal baisse ou se maintient un petit peu, il y a une machine qui peut... Bon. Mais le fantasme reste le même. Ah, tout à fait. Non, mais là, c'est même pas. Là, on parle même pas du fantasme, c'est simplement la chair. C'est-à-dire qu'on est notre être au monde, notre. Est-ce qu'on peut pas l'écouter à travers la question du fantasme, ça, cette histoire d'être au monde par la chair? Ça se pense, ce que vous dites. Bien sûr, bien sûr. C'est pas le corps qui fait tout d'un coup l'immonde. Oui. Enfin, ce qui est étonnant dans ce que dit, enfin, dans ce qu'on entend dire ici, c'est à quoi, finalement, qu'est-ce qui nous a fait tenir et finalement, qu'est-ce qu'on accomplit, qu'on continue d'accomplir, qui était déjà là. Quand vous dites que voilà, il y avait cette chose qui vous a fait serrer les poings et les rouvrir, c'était déjà là. C'est-à-dire, il y a du déjà là. Hein. Mais la peur existe chez le gamin de 10 ans qui va avoir 20 ans. Le gamin de 10 ans qui va avoir 20 ans, il a la trouille partout. Bien sûr. Bien sûr. Franchir une étape, c'est incestuel. C'est ça le truc. Il faut arriver à le passer. Incestuel, comme C'est interdit, quoi. Il y a une transgression de ne pas rester petit comme sa mère le veut. Oui, c'est sûr. Et ça, il y a un truc de cet ordre-là qu'on peut pas. Je ne dis pas que ça termine des questions. Hein. Ça ouvre un certain truc analytique possible. Ça permet de tenir, quoi, du coup. Oui. Mais voilà. Oui. Il y avait. Oui. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disait mon voisin. Je pense que, pour dire les choses rapidement, la vie est brève, mais l'envie est sans fin. J'ai vu mon grand-père de 84 ans avoir une relation extrêmement passionnelle avec sa bonne, ce qui mettait ma mère hors d'elle. Ça s'est jamais arrêté. Il est mort à 92 ans, il avait toujours envie. Et moi, je pense que rien ne se calme. C'est ce que je dis. C'est ça. Non, mais le désir sans fin. C'est pareil. Le désir sans fin. Mais ça fait penser à Victor Hugo aussi. Enfin, c'est quand même hallucinant. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus, quoi. Oui. Mais non, il ne faut pas s'arrêter, mais si ça. Mais en même temps, on peut très bien. C'est-à-dire que justement, quand je disais arrêter de compter, arrêter d'espérer que ça soit toujours pareil, arrêter d'espérer que ça ne s'arrête pas. Ça peut s'arrêter aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, justement. Il n'y a pas de loi, mais on pense qu'à 50 ans, on ne pense pas pareil qu'à 20 et qu'à 70 ans. Heureusement. Mais pourquoi cette généralité, on l'accepte? Alors qu'on pourrait très bien la refuser. C'est intéressant. Non, mais on peut penser, on pense autrement, mais là, dans les fantasmes, dans la jouissance, on dit on désire sans fin. C'est-à-dire on est toujours dans. Enfin, je ne sais pas, je ne m'exprime pas très bien, peut-être que vous pourriez, parce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. On est toujours dans une forme de, pas de performance fantasmatique, mais quand même, on a toujours des fantasmes, on a toujours des. Comme si en avoir, par exemple, moins, c'était. Une forme c'était de... une forme, voilà. Oui, j'entends. C'était une forme de baisse d'intensité, déjà c'est lié à cette intensité aussi, ou de baisse de performance aussi. Hein. Dans ce que vous disiez sur le fantasme, c'est-à-dire multiplier les aventures amoureuses, par exemple. Bon. Ou, en effet, il y a quelque chose d'une usure dont on est averti. Moi, j'entends ça tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, ma réponse est vraiment, j'ai pas que ça à faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se déplace. Voilà. Il y a du déplacement. On se met ailleurs, autrement. Et je pense que le savoir-vivre, pour employer cette expression un peu de bonne femme, en échappant au bon sens, j'espère, mais c'est d'être dans cette capacité de déplacement. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel de déplacement, de métaphore, je dirais, et de pouvoir se mettre voilà, ailleurs, autrement. Voilà. Moi, je sais pas, en 2003, je me suis mise à peindre. Bon. Je ne sais pas ce qui m'a pris pareil. Et je n'ai pas arrêté depuis.
Donc en fait, bon, je filme avec la galerie, bien sûr qu'il y a quelque chose qui continue de ce côté-là, mais pareil, je ne peux pas dire qu'est-ce qui m'a pris. J'en sais rien, ça m'est tombé dessus, c'est vraiment... voilà. Bon. Oui, c'est mystique. Oui, mais c'est du déplacement, c'est-à-dire c'est du déplacement du corps aussi. Le corps se déplace, voilà. On le met ailleurs. Voilà. Hein. On ne le met plus dans la performance amoureuse, on ne le met plus dans, par exemple, hein, il y a les lieux du corps, il y a des lieux du corps, et on le fait se déplacer. Voilà. Enfin, moi je l'entends comme ça, vraiment, c'est une façon de dire. Hein. C'est une façon de dire. Oui. D'abord, vous connaissez donc La mystique sauvage, à quoi je faisais référence tout à l'heure, le livre de Michel Heulin. Ça intéresserait les psychanalystes aussi, parce que dans ce livre, donc, qui était des années 90, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, et dans ce livre, donc, Michel Heulin essaye de décrire quelque chose dont j'ai très longtemps cru que ça n'appartenait qu'à moi, et je pense que tu fais référence à ça pour cette expérience des 7 ans, qui était cette expérience d'être au monde et d'être à un moment donné fusionné dans le monde, pour le dire très vite, enfin, cette chose que les mystiques décrivent très bien, sauf qu'ils le rapportent à Dieu, et ou à une expérience de la transcendance, alors que quand nous le vivons, si nous avons la chance de le vivre, moi je l'ai vécu 3 fois dans ma vie, au cours de ma vie, c'est absolument, moi je suis très athée, donc je suis toujours été tout à fait athée, donc c'est pas l'image de Dieu qui me vient, mais vraiment le moment de l'inclusion, pour moi l'inclusion dans tout, dans une façon d'être au monde qui n'est plus différente, singulière, etc. Mais bref, Michel Heulin en parle et il essaye de discuter. Je ne suis pas sûre que là il soit très fort, mais quand même, il restitue la conversation de Freud avec Romain Rolland, parce que cet état-là, Romain Rolland l'a appelé sentiment océanique, façon d'être au monde. Et donc il y a toute cette conversation assez difficile, parce que Freud est furieux, conteste la notion de sentiment océanique, etc. Donc il y a cette conversation entre les deux hommes. Et donc voilà, je voulais juste vous signaler ce livre, il est quand même très intéressant. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avez souvent, d'ailleurs c'est ça aussi vieillir, dans la vie on croit que des choses n'arrivent qu'à soi, et que c'est une petite expérience sans mots. C'est vrai. Ben voilà, donc des petites expériences qui n'ont même pas de mots, on a l'impression qu'il nous est arrivé quelque chose qui est même difficile à raconter, et puis tout à coup on découvre que quelqu'un ou d'autres en ont parlé, l'ont exploré. Et l'intérêt donc de Heulin, c'est qu'il ne s'intéresse pas au mystique, pas du tout dans ce livre-là, c'est pour ça qu'il l'appelle sauvage, il ne s'intéresse pas au mystique religieux, mais à cette expérience que je vous décris, que les athées peuvent tout à fait traverser. Donc j'allais dire que finalement, ce que j'entends aussi depuis hier, tout le temps, et c'est vrai, je ne sais pas si je me l'étais raconté comme ça, c'est vraiment vrai. Vous savez, Marie-Louise Oliberti nous disait, je traduisais ce qu'elle disait en disant plus je vieillis, plus j'existe. Et quand même ça aussi c'est une chose capitale. Ce que tu décrivais dans ton propos, c'est cette façon que nous avons d'être au monde avec une intensité nouvelle et de jouir de toutes ces suggestions du monde. Alors tu faisais des listes, les fleurs, etc. Je suis vraiment d'accord. C'est vrai que plus le temps passe et que plus nous jouissons de du monde autour de nous. Et d'une singularité. D'une singularité. C'est-à-dire d'une solitude où on ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quelque part, et que ce qu'on est, ce qu'on accomplit, c'est une empreinte qui est unique. Et ça, c'est pas du tout du côté du narcissisme, justement. C'est du côté de l'accomplissement et de se faire pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire d'y aller, d'accomplir son mouvement, son propre mouvement, on our own, c'est-à-dire en langue anglaise, c'est-à-dire que vraiment, qui ne peut être celui de personne d'autre. Et ça, c'est pas du tout du côté de l'image, c'est du côté de l'invisible qui se révèle, enfin, c'est-à-dire c'est du côté de ce qu'on ne sait pas et que tout d'un coup on se met à faire, et que personne d'autre ne fera à notre place. Enfin bon. Et c'est une solitude. C'est une solitude. Elle ne pas trouver son issue, si je puis dire. Voilà. C'est là où il y a un des points capitaux sur lequel elle s'affronte avec Freud. C'est que pour elle, la pulsion. Elle essaie de repositiver la pulsion lourde, qui est juste une pulsion de vie, mais qui ne trouve pas son Il y a de l'ombre. Et voilà, et se laisser modeler aussi par l'ombre qui nous traverse, je veux dire, je pense que c'est une chose qui nous porte aussi, qui nous mène ailleurs. Je crois qu'une des vertus du vieillissement, en tout cas là, je parle pour moi, une des vertus d'avancer dans le temps,
puisque nous en sommes au versant positif de la chose, c'est d'arriver à faire de soi ce vers quoi j'ai toujours tendu, vers quoi je tends toujours, à faire de soi un bon instrument. C'est-à-dire arriver à être quelque chose qui sera capable d'écrire, de produire des livres. Donc, non pas, je ne veux pas être écrivain, parce que ça serait la position narcissique, et qui ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je veux écrire depuis toujours, je crois, mais jamais je me suis dit je veux être écrivain. J'ai toujours dit je veux écrire, ce qui est très très différent. Et donc, j'ai eu l'impression de passer mon temps à d'œuvrer toujours pour ça, pour fabriquer, faire de Belinda cet instrument qui va être capable, alors c'est ça pour la conversation midi, d'entendre suffisamment pour pouvoir ensuite restituer quelque chose de ce que j'ai entendu. Pour reprendre la phrase que j'aime beaucoup, et je lui en veux de l'avoir dite avant moi, de Jean-Michel Molpoy, dans un texte d'une interview de lui, je lisais qu'il voulait, je ne sais plus quelle est exactement sa formule, mais trouver en lui, faire retentir en lui le commun des mortels. Et c'est exactement ça. C'est ce que je veux dire, être un bon instrument, c'est être capable de faire retentir en soi et de restituer le commun des mortels. Et c'est vrai que sur les décennies qui se déroulent, eh bien, j'y arrive de mieux en mieux. Je veux dire, c'est pas un jugement extérieur, c'est que moi, en tout cas, j'arrive à faire avec moi de mieux en mieux cet instrument-là qui fabrique des livres et qui essaye de dire le commun des mortels. Ouais. Je pensais à Hannah Arendt qui, quand elle arrive à New York, ça a été difficile, je pense, parle de la natation et dit que c'est le seul moment où elle a un Heimatgefühl. Elle se sent chez elle, enfin. Heimat, ça se traduit difficilement. Et elle parle du fait d'être portée, de se sentir légère, mais aussi du sentiment de continuité, alors que justement elle est dans la rupture, dans la transplantation, dans le réenracinement, dans le fait de ne pas se reconnaître. Enfin, c'est difficile de se faire entendre à New York et tout ça, de tout refaire. Dans la continuité de ce mouvement entre la respiration et la mécanique du mouvement dans la natation. Je ne sais plus où elle dit ça, mais je pense très souvent quand je nage. Si vous retrouvez la référence, ça m'intéresserait.